Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau récap info. Après le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, la semaine dernière, je reçois aujourd'hui le nouveau maire de Saint-Martin-le-Vinoux, élu en mars dernier, Sylvain Laval. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien cette commune, alors Saint-Martin-le-Vinoux, c'est une commune limitrophe de Grenoble, juste avant Saint-Égrève. Elle est traversée par le tramway et elle a la particularité d'être à la fois à la ville, au village et à la campagne. C'est bien ça? Exactement, c'est la grande richesse de cette commune. Alors revenons un petit peu en arrière. Vous avez été élu dès le premier tour, le 15 mars, je le disais, une victoire assez nette, plus de 66% des suffrages pour la liste que vous conduisiez. Vous succédez à l'emblématique Yannick Olivier qui occupait ce poste depuis une vingtaine d'années. Vous étiez déjà conseiller municipal. Vous avez décidé de nommer Yannick Olivier maire honoraire et de lui attribuer la médaille de la ville. Pour quelle raison ? C'est une tradition républicaine pour les élus qui ont été en fonction pendant un certain nombre d'années. Ce sont des critères qui sont établis au niveau national, ce n'est pas une spécificité locale. Et cela m'a paru bien naturel au regard de l'engagement qu'il a eu pour la commune et pour l'agglomération. Maire honoraire, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles seront ses fonctions? Il en aura? Non, c'est un titre honorifique qui reconnaît l'engagement et les mérites d'une personne qui a été au service des habitants, des citoyens pendant de nombreuses années. Est-ce qu'il vous a donné des conseils? Je ne crois pas que ce soit des conseils. Nous avons eu l'occasion de discuter. Nous avons encore l'occasion de discuter, puisque, et fort heureusement, il vit toujours dans la commune. Donc nous échangeons régulièrement sur nos points de vue personnels. Oui, nous avons un bon dialogue. Yannick Olivier est socialiste. Vous aviez sur votre liste Claude Fugain, la sœur de Michel, qui avait soutenu pour les élections municipales à Grenoble la députée de La République En Marche, Émilie Chalas. Politiquement, vous vous situez comment? Alors, j'ai constitué une liste de sensibilités divers gauche. C'est ainsi qu'elle a été présentée aux habitants et déposée en préfecture, puisque les personnes qui se sont engagées sur ma liste et autour de moi sont des personnes qui ont des valeurs de gauche, qui ne sont pas adhérents de partis politiques. Moi, j'ai été longtemps adhérent du Parti socialiste. Je ne le suis plus. Madame Fugain est une habitante engagée et connue dans la commune, qui d'ailleurs n'est pas non plus adhérente de partis politiques. Je crois qu'elle avait fait savoir son choix personnel pour la ville de Grenoble, mais ce n'était pas, si j'ai bien compris, un choix politique, mais plus un choix de profil et de projet. Vous avez été, avant d'être maire de Saint-Martin-le-Vinoux, vous avez notamment été chef de cabinet de l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Est-ce que, j'ose vous demander ce que vous pensez du nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti? Je ne crois pas que ce soit le sujet. Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'action du gouvernement maintenant, surtout que le gouvernement vient juste d'arriver. Donc j'aurais beaucoup de mal à vous faire des commentaires sur l'action. Vous savez, quand on a occupé une telle fonction et qu'on la quitte, on prend beaucoup de recul et on passe à autre chose. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la Saint-Martin-le-Vinoux, c'est la vie au sein de cette métropole. Et je vous avoue que j'ai beaucoup décroché de ce qui se passe et c'est un choix personnel que je ne regrette pas du tout. Alors, plus proche de Nicole Belloubet ou de Éric Dupond-Moretti, vous avez aussi travaillé avec une députée iséroise, ministre Geneviève Fioraso. Vous êtes toujours en contact? Absolument, oui, ça m'arrive régulièrement d'échanger avec Madame Fioraso, qui était une personnalité très forte de ce territoire et qui a mené de grands projets, tant ici dans l'agglomération de Grenoble que d'ailleurs au niveau national. Alors, on va revenir à Saint-Martin-le-Vinoux. Confinement oblige, le conseil municipal n'a pu être installé que fin mai. On peut dire que pour votre baptême du feu, vous avez été gâté? Oui, je crois que nous sommes à peu près tous dans la même situation. Effectivement, c'est quelque chose qui, par définition, n'était pas prévisible, qui a perturbé notre vie quotidienne à tous, que ce soit dans nos vies de citoyens ou bien dans nos vies de responsables et d'élus. Et vos premières décisions, celles que vous pensiez pouvoir prendre à l'aune de vos prises de fonction, elles ont vraiment, évidemment été perturbées. Pas sur le fond, mais c'est plus sur le calendrier. C'est que nous avons déjà évidemment dû attendre l'entrée en fonction de notre équipe municipale, ce qui a permis aussi d'une certaine manière de mieux préparer les choses, de réfléchir, de prendre le temps avec beaucoup de recul de voir comment nous pouvions mettre en place sans être sous l'urgence. Ça a été peut-être le seul avantage du confinement et de l'entrée en fonction plus tardive, ça a été celui-là. Et puis après, effectivement, nous avons géré au quotidien, évidemment, les questions qui se posaient à nous sur les décisions à prendre, de respect des normes sanitaires, de gestion des équipements publics sur lesquels nous avions une grande responsabilité, mais ça n'a pas empêché le démarrage et la mise en route de notre projet municipal. Également dans les écoles, puisque c'était Tout à fait. aussi ce qui était le plus souvent, enfin voilà, on pense beaucoup à ça. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile ?
Le plus difficile, c'est que nous avons une réglementation qui s'impose à tout le monde et c'est une bonne chose, qui n'est pas édictée localement, bien sûr, qui est dictée par les services sanitaires, par l'État, que nous devons appliquer, et nous l'appliquons bien entendu, mais qui forcément évolue au jour le jour, au gré de la situation, parce que par définition, elle n'est pas prévisible. Et donc, il faut souvent faire face à l'urgence, aux adaptations, où une règle qui était en vigueur une semaine avant ne l'est pas forcément la semaine suivante. Nous voyons qu'aujourd'hui, le virus circule de manière beaucoup plus prononcée, que nous passons en zone rouge. Et donc, bien entendu, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut s'adapter en permanence avec en face des publics très différents, que ce soit des habitants, des associations, des parents d'élèves, des professionnels aussi, qui s'interrogent. Donc, nous avons une responsabilité collective, mais moi, je n'édicte pas ou je ne fais pas la règle ou la norme. Je me dois de l'appliquer, bien entendu, et de faire en sorte que tout le monde la comprenne. Et certains, parfois, y voient des incompréhensions, mais ça, c'est peut-être dans tous les domaines de la société. Parce que vous êtes le premier interlocuteur de vos concitoyens. C'est vers vous qu'ils se tournent lorsqu'il y a des incompréhensions. Oui, bien sûr, vers moi, vers d'autres élus, bien sûr, forcément, on nous interpelle. Est-ce que vous considérez que votre équipe, jusqu'à présent, dans cette situation, s'en est bien sortie? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire mieux, évidemment? Moi, je considère qu'on n'est pas seul. Encore une fois, on est là pour accompagner. Ce n'est pas la commune qui édicte elle-même un protocole sanitaire ou qui fait des règles. Bien sûr, on peut adapter des choses en fonction de la situation, des équipements ou de la vie de tel ou tel secteur. Mais nous sommes très accompagnés. Les services de l'État, via la préfecture, délivrent un certain nombre de messages. Nous avons aussi, évidemment, les services sanitaires. Je pense à l'ARS. Et puis après, effectivement, avec l'équipe, on en discute, on adapte, on dialogue aussi, notamment avec les associations culturelles et sportives qui sont très concernées. Sur la partie scolaire, nous sommes plus en accompagnement de l'État qu'à l'initiative, puisqu'évidemment, c'est l'éducation nationale qui définit avant tout son protocole, et c'est bien normal. Et nous amenons derrière les moyens de la commune, qu'ils soient humains ou matériels, pour accompagner tout cela. Alors, vous l'avez dit, Santé publique France a placé le département de l'Isère en rouge. Quels sont les lieux à Saint-Martin-le-Vinoux où le port du masque est obligatoire? Alors, ce n'est pas une commune qui, évidemment, a la même densité urbaine que Grenoble, par exemple. Donc, nous n'avons pas de généralisation de port du masque dans l'espace public parce que ça n'aurait pas grand sens au regard de la configuration de la commune et des lieux de vie. En revanche, nous avons depuis peu un marché communal et bien entendu, il y a un arrêté qui à la fois s'applique pour le département mais aussi pour la commune de Saint-Martin-le-Vinoux qui oblige le port du masque sur le marché. Alors, le port du masque est également obligatoire à moins de 25 mètres des établissements scolaires ou qui accueillent des enfants. Ça paraît aussi plus... En tout cas, dans les lieux couverts, on se dit le masque est obligatoire, mais il y a parfois des règles comme dans les gymnases. Il faut le mettre dans les vestiaires, mais pas sur le terrain. Comment vous arrivez, c'est par la concertation, par la discussion, à faire respecter un petit peu tout ça? Alors, encore une fois, ce n'est pas une règle que nous avons édictée nous-mêmes. C'est une règle collective, effectivement, qui s'applique et qu'il nous faut faire respecter à notre niveau. C'est-à-dire que nous, communes, qui gérons ou qui mettons à disposition des équipements publics, je pense par exemple aux gymnases, aux bibliothèques, aux crèches, etc. Bon, les bibliothèques ou les crèches, nous en avons la gestion directe avec du personnel municipal. Sur les gymnases, ils sont surtout utilisés par des associations sportives, par des pratiquants, qui ont une responsabilité aussi en la matière. Nous devons de leur rappeler les règles et le cadre, et de faire en sorte que la configuration le permette. Mais ensuite, ce sont aussi ces associations et ces pratiquants qui doivent être responsables du suivi de ces mesures. Effectivement, c'est pas simple de dire aux gens vous devez porter le masque dans les vestiaires. Évidemment, quand vous pratiquez une activité sportive, c'est plus confortable de l'enlever, mais être vigilant à ne pas être trop rapproché, etc. Et ça, c'est aussi la responsabilité des associations. Donc, il nous faut un dialogue très étroit et très permanent. Bien sûr, nos services municipaux sont en lien quotidien avec eux, ils veillent, tout comme les élus, et parfois même en ce qui concerne l'espace public ou les abords d'espace public, la police municipale. Un petit point sur la rentrée des classes. Les premières classes sont rentrées le 1er septembre. Comment ça s'est passé à Saint-Martin-le-Vinoux? Écoutez, ça s'est très bien passé. Les enfants étaient très contents pour la plupart de retourner en classe et de retrouver leurs camarades. Évidemment, je ne parle pas des plus petits pour qui c'était la première journée de classe, mais dans la très grande majorité, j'ai trouvé une très bonne ambiance. J'ai fait le tour de l'ensemble des établissements scolaires de la commune avec l'adjointe en charge de l'éducation. Et puis, nous avons aussi trouvé des enseignants aussi heureux de retrouver leur classe, qui ont souffert du confinement et de la distance. Je crois que les gens avaient aussi besoin de se retrouver et les parents aussi étaient soulagés de voir que leurs enfants étaient pris en charge, que des mesures avaient été mises en place pour veiller évidemment au respect maximum des problèmes sanitaires que nous connaissons. Donc nous sommes assez satisfaits de cette rentrée scolaire. À titre personnel, quand on est mère, la rentrée des classes, c'est un marronnier, mais c'est toujours un moment particulier. Et pour vous, c'était la première fois? C'était la première fois avec des contacts très différents d'une classe à l'autre, d'un établissement à l'autre.
autres. Donc c'est toujours évidemment... Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les enfants ? C'est très différent. Il y en a qui savent très bien qui vous êtes, il y en a qui ne savent pas qui vous êtes. Donc forcément, vous leur expliquez. En fonction du niveau de la classe aussi, évidemment, quand vous allez en maternelle ou en primaire, c'est pas du tout le même dialogue. Les classes les plus âgées, les plus élevées, évidemment, ont une tout à fait meilleure conscience du rôle d'un maire, ce qui n'est pas forcément le cas des plus petites classes. Donc on explique, on fait de la pédagogie. Et là, cette année, nous avons offert des dictionnaires au CM1 de toutes les écoles de la commune. Donc ça nous a permis d'engager un dialogue aussi sur l'outil dictionnaire, comment aller les accompagner, les aider dans leur scolarité et par ricochet, évidemment, d'expliquer le rôle de la mairie et du maire. Un petit cours d'éducation civique par la même occasion. En quelque sorte, oui. L'école maternelle du Néron perd une classe. Oui. Donc c'est une petite classe de maternelle. Les enfants étaient trop peu nombreux selon les volontés de l'inspection académique. Voilà, donc ça, ce sont les règles de l'éducation nationale qui, à chaque rentrée, évidemment, évaluent les effectifs pour ajuster le nombre de classes. Et il s'est trouvé que sur cette école maternelle, nous avions un effectif qui pouvait poser la question en fonction des critères de l'éducation nationale. L'éducation nationale a fait le choix donc, de fermer une classe de maternelle, donc nous passons de 3 à 2. Bien évidemment, nous ne nous en réjouissons pas. Une commune, un maire ou des parents d'élèves ne sont jamais ravis lorsqu'une classe ferme, mais ce ne sont pas des décisions qui nous appartiennent au premier chef, même si évidemment nous donnons nos orientations et notre avis en la matière. Nous allons travailler avec l'éducation nationale pour essayer d'avancer et notamment de faire ouvrir une classe de très petite section sur cette école. Nous en avons déjà dans un autre établissement de la commune. Ça concerne quels enfants, très petites Alors c'est vraiment le premier âge, les tout petits, les plus petits, justement pour mieux préparer à partir de 2 ans. Voilà, pour mieux préparer leur arrivée à l'école maternelle. C'est une espèce d'intermédiaire entre la crèche et l'entrée en école maternelle qui leur permettent de se familiariser avec l'institution scolaire et de les prendre en charge de manière plus adaptée avec du matériel, une pédagogie. Et donc c'est pour cela qu'il nous faut travailler avec l'éducation nationale pour qu'elle accepte cette ouverture. Ça ne se fait pas rapidement. Nous avions déjà engagé ce dialogue dès l'année dernière, nous allons le poursuivre. Alors, pour les plus grands, on a beaucoup parlé ces derniers jours du quartier Mistral à Grenoble, mais ce n'est pas le seul territoire de la métropole qui souffre des trafics, de la délinquance. Par exemple, à Saint-Martin-le-Vinoux, cet été, 2 hommes ont été blessés dans un règlement de compte. Il y a des quartiers sensibles à Saint-Martin-le-Vinoux. Comment fait la commune pour agir ? Alors la commune, elle joue son rôle comme un des multiples acteurs de cette question de la vie publique des habitants, de la tranquillité publique et de la sécurité aussi, parce que ce sont plusieurs aspects. Nous travaillons en lien très étroit avec les services de la police nationale, qui évidemment est en première ligne sur cette question, avec les services de justice aussi, en lien notamment avec monsieur le procureur de la République, parfois même avec le préfet, qui a des prérogatives en matière d'organisation, de lutte contre les trafics ou d'ordre public, de sécurité routière également. Et puis nous avons, nous, au niveau de la commune, des policiers municipaux. Nous avons aussi une politique d'accompagnement de la vie des quartiers. Ce n'est pas qu'une affaire d'ordre régalien. Ce sont aussi des vies dans les quartiers, de la présence d'associations, d'initiatives citoyennes, de moments d'échange, de médiation. Et c'est aussi pour cela que nous souhaitons développer une politique forte envers la jeunesse de notre commune, parce qu'on se rend compte que parfois certains jeunes partent dans la mauvaise direction, parce qu'ils n'ont pas eu des cadres collectifs, des moments d'échange, et qu'ils ont besoin de ça aussi pour les accompagner. Donc c'est un travail multipartenarial avec de nombreux acteurs pour vivre ces conditions-là. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de solution miracle. Et effectivement, Saint-Martin-le-Vinoux est concerné dans certains secteurs, comme, j'ai envie de dire, malheureusement, beaucoup de communes de l'agglomération. Concrètement, ça va se présenter comment ? Il y a des discussions avec les associations, mais est-ce que vous avez déjà des mesures que vous souhaitez mettre en place ? Oui, nous avons même des discussions avec les jeunes eux-mêmes concernés et les parents, parce qu'on ne fait pas ça de manière déconnectée. Donc nous écoutons beaucoup les habitants, les jeunes, sur leurs attentes dans ces quartiers. Nous voyons ce qui est de notre ressort, ce que nous pouvons faire. Nous sollicitons, par exemple, des associations comme la Paz ou comme d'autres acteurs. Nous mettons aussi plus de moyens sur la présence de la police municipale, qui est avant tout une police de médiation, de discussion du quotidien. La police municipale n'a pas la même fonction que la police nationale. Elle n'est pas là pour réprimer ou arrêter les gens. Et donc, c'est un outil extrêmement important, et j'insiste là-dessus. Il y a aussi parfois des moyens matériels à mettre en œuvre, de vidéoprotection. Est-ce qu'il y a de la vidéoprotection ? Il en existe dans la commune, absolument. Alors, on ne va pas en mettre de partout, ça n'aurait
n'aurait pas de sens et ce n'est pas notre volonté, mais elle est pertinente à certains endroits. Il faut parfois ajuster les choses, évoluer. Et là-dessus, nous avons aussi un accompagnement des services de l'État. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur le préfet, avec monsieur le procureur de la République et aussi avec madame la directrice départementale de la sécurité publique pour voir comment, dans la globalité de tous ces acteurs des forces de sécurité, nous pouvions mieux travailler ensemble. On l'a dit au début de cette émission, Saint-Martin-le-Vinou, c'est une commune plurielle, le haut, le village, le bas, avec, il faut bien le constater, des catégories socio-professionnelles assez différentes. Est-ce que vous essayez de les faire se rencontrer ? Moi, mon rôle en tant que maire, effectivement, c'est de considérer qu'il n'y a qu'une seule commune, qu'il n'y a pas des partitions et des secteurs qui seraient en opposition les uns avec les autres. J'y suis très attaché. Et donc, oui, dans la politique que nous menons, dans les initiatives que nous prenons, eh bien, nous faisons en sorte que ce soit des choses qui incite les gens à se regrouper, quel que soit le secteur géographique où ils habitent, de brasser aussi les populations parce que c'est enrichissant. D'abord sur le plan territorial, nous avons une zone de montagne naturelle extraordinaire et il y a parfois des habitants de la partie plus basse de la commune qui ne spontanément n'y vont pas. Ils découvrent des paysages, des activités et puis ça crée aussi des échanges et l'école est un très beau vecteur pour cela. Nous avons la chance d'avoir un centre de loisirs qui est en cours de construction, enfin de rénovation sur cette partie supérieure de la commune. Qui était une école avant ? Qui était une ancienne école, absolument. Et qui demain accueillera l'ensemble des élèves de la commune, quel que soit le secteur géographique où ils habitent, et donc participera à ce mélange et à cet enrichissement mutuel. Alors, on parle d'enrichissement mutuel, ça tombe bien. Grenoble-Alpes Métropole, le 17 juillet, Christophe Ferrari a été réélu à la présidence devant Yann Mongaburu, soutenu notamment par la ville-centre, Grenoble. Le vote s'est achevé très tard, 3 tours, c'était très compliqué, très tendu. Tout l'été, on a senti la tension qui ne redescendait pas vraiment. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Écoutez, moi je suis un élu métropolitain qui siège dans un groupe qui s'appelle Notre Métropole Commune, qui a toujours fait part de sa position, à savoir celle d'avoir une métropole qui soit équilibrée entre les différentes communes qui la composent, qu'il n'y ait pas de rapport de tension entre la ville-centre et sa périphérie, puisque nous sommes tous dans la même métropole et donc nous devons travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs une tradition historique dans cette métropole d'avoir un équilibre à l'échelle de cette agglomération, qui fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas souvent eu ou quasiment jamais eu de président de la métropole, ou en tout cas de l'agglomération qui soit issue de la ville-centre. Donc nous avions défendu cette vision équilibrée en assumant un bilan sortant de 4 groupes qui faisaient majorité jusqu'alors et qui étaient, je crois, assez satisfaits du bilan commun, des initiatives qui avaient été prises et nous nous en sommes jamais départis. Dans l'intérêt du territoire, il y a eu cet événement du 17 juillet qui a été vécu difficilement par tout le monde, de grandes tensions, où certains ont considéré qu'il fallait construire un projet uniquement politique et qui ont fait le choix de se départir dans un premier temps sur une position assez dure. J'espère que nous arriverons à le dépasser. Le dialogue pourrait reprendre. En tout cas, tout le monde y est prêt et nous, les premiers. Et j'espère que nous allons arriver à avancer dans l'intérêt du territoire parce qu'aujourd'hui, les citoyens nous attendent, les acteurs du territoire économique, sociaux et culturels, ils nous demandent que la métropole, elle soit en ordre de marche, elle fonctionne et qu'elle puisse mener les politiques publiques au service des habitants. Nous ne sommes pas là pour nous enfermer dans des jeux politiciens. En tout cas, je ne crois pas que ce soit notre responsabilité. Est-ce que vous pensez que ça a donné une mauvaise image de l'intercommunalité qui est déjà... Comme les citoyens ne votent pas directement, même s'ils votent au municipal, c'est déjà assez éloigné. Tout d'un coup, on leur explique cette espèce de cataclysme. Ça peut avoir un rejet pour les citoyens de la métropole ? Je ne sais pas si c'est un rejet de l'institution métropolitaine. En tout cas, ça n'aide pas à mieux la faire connaître, à la populariser aux yeux des citoyens. Et donc, il nous faut dépasser cela. Et je crois que c'est notre responsabilité collective. Non, la métropole, elle n'a pas forcément une mauvaise image. C'est que parfois, elle est méconnue par les gens. Ils ont du mal à comprendre à quoi elle sert concrètement ou comment elle fonctionne. Et donc, nous devons être responsables en tant qu'élus pour expliquer, pour amener ces informations auprès des habitants. C'est notre responsabilité. Et je crois qu'il faut savoir sortir parfois des dogmes politiques. Une réunion des groupes de gauche à laquelle vous allez participer a lieu donc ce vendredi 18 juillet, ce vendredi 11 septembre. Le conseil métropolitain, c'est le 18. Doivent être élus les vice-présidents. Est-ce que finalement vous êtes optimiste ? Oui, bien sûr que je suis optimiste parce qu'une institution, elle ne peut pas rester indéfiniment, sur un rythme plus ralenti. Elle doit reprendre son fonctionnement courant et normal. Et donc forcément qu'il y aura une issue parce que le 18, il y a des conseillers métropolitains qui seront présents et qui s'exprimeront par le vote sur des choix d'orientation proposés par un président démocratiquement et légitimement élu.
Est-ce que vous candidatez à un poste de vice-président ou une autre mission dans une commission? Non, aujourd'hui, il n'y a aucune candidature de poste. Il y a déjà à arriver à partager une vision commune du territoire sur un projet, de trouver les groupes et les personnes qui souhaitent travailler ensemble pour mettre en œuvre ce projet pour les 6 années à venir. Et ensuite, on verra quelle équipe et quelle personne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la question. Alors, un grand projet de la métropole concerne de très près Saint-Martin-le-Vinoux. C'est le projet de métrocable lancé au début des années 2010. Il doit relier en 2014 votre commune à Fontaine via la presqu'île. Mais du coup, on s'y perd un peu. Ça fait longtemps que ça a commencé. On en est où dans le processus ? C'est un très beau projet métropolitain. Et là, ça fait le lien avec ce que nous disions tout à l'heure. Parfois, on se demande à quoi sert la métropole, comment elle fonctionne. Eh bien, voilà une très belle illustration. C'est un projet qui est porté par l'ensemble des communes, qui est un projet innovant en matière de transport public, donc qui sera complémentaire au réseau actuel de transport en commun. On connaissait le tram, le bus, et bien maintenant, il y aura le métrocable. Donc, c'est un projet qui a été lancé effectivement sous le précédent mandat métropolitain, mais c'est un projet qui est structurant, qui est assez lourd, donc qui est long. Il y a des procédures administratives à respecter, il y a des consultations à mener, et les choses sont maintenant très avancées, puisque nous rentrons dans une phase beaucoup plus concrète. C'est d'ailleurs mon premier déplacement en tant que nouveau maire de Saint-Martin-le-Vinoux sur lequel j'ai été saisi. Ça a été le lancement officiel de ce projet avec les maires des communes concernées et le président de la métropole. Donc là, nous arrivons dans une phase pour l'année qui vient d'enquête publique qui, je l'espère, aboutira positivement. Elle devrait débuter si ma mémoire est bonne, l'année prochaine. Et une fois que nous aurons achevé cette phase d'enquête publique, eh bien, nous pourrons passer en phase opérationnelle. Et si tout se passe comme prévu, les travaux débuteraient au cours de l'année 2022 et nous pourrions mettre en service ce nouveau transport public pour 2024. Et l'opérateur, c'est Pomer Galski, absolument. Qui se trouve à Vorep. C'est quand même un projet très coûteux. On parle de 65 millions d'euros. Trop coûteux pour certains par rapport au nombre de personnes qu'il est censé transporter. Sa capacité est de 1200 voyageurs à l'heure, 3000 à terme. Mais ça, c'est juste sa capacité. Ça ne dit pas si 1200 personnes par heure vont l'emprunter. Vous dites que beaucoup d'élus sont convaincus. Le maire de Sassenage, Christian Coignet, lui, ne l'est pas. Il ne croit pas en la pertinence du projet. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait surtout une divergence sur le tracé, ce qui peut s'entendre d'un point de vue local. Et donc forcément, on peut avoir d'une commune à l'autre une appréciation différente de où et comment doit passer le projet. Donc c'est ce qui aussi peut positionner la commune de Sassenage. Mais globalement, c'est un très beau projet. Vous parliez de son coût. C'est évident que c'est un coût important pour les finances publiques. Mais il faut aussi ramener les choses par comparaison. Une ligne de tram, c'est beaucoup plus cher. Nous avons là un coût au kilomètre qui est bien moindre que celui d'une ligne de tram. Donc bien sûr que les investissements publics de telles infrastructures, c'est un certain coût, mais ce n'est pas un coût exorbitant, loin de là. Et surtout, ça a un énorme avantage puisque nous passons des obstacles que nous ne pourrions pas franchir autrement. Je pense aux voies ferrées, aux rivières, aux autoroutes. Nous n'allons pas construire des tas de ponts et d'ouvrages qui renchériraient terriblement le coût du transport public. Et c'est pour cela que ce câble est très pertinent en interconnexion avec les différentes lignes de tram de notre réseau métropolitain. Et demain permettront aussi des multimodalités avec le bus, avec des modes de transport plus doux, etc. C'est vraiment un transport d'avenir qui incarne vraiment ce que nous devons faire, je crois, dans les années qui viennent, sans opposer les modes de déplacement les uns aux autres, comme parfois on peut l'entendre, mais justement en y trouvant de la complémentarité dans une vision de durabilité et de respect de l'environnement. Le tram a apporté beaucoup de choses à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux. Qu'est-ce que vous attendez de ce métrocable pour la vie de la commune ? Eh bien, j'en attends de la même manière une offre de transport complémentaire pour les habitants, pour les personnes qui travaillent sur cette zone, puisque nous avons une zone d'activité économique autour du parc d'Oxford et des alentours, qui comprend de nombreux travailleurs au quotidien qui ont besoin de se déplacer, qui ont aussi besoin de transport public, qui seront interconnectés aux trams et aux lignes de bus. Nous y attendons évidemment aussi, donc forcément, des flux de personnes, ce qui mettra de la vie dans la commune, pour nos commerces, pour son animation, et peut-être cela donnera envie à certains de s'installer dans la commune. Donc je crois que c'est très favorable. Alors, le parc d'Oxford accueille EDF depuis quelques mois. C'est une belle vitrine économique pour Saint-Martin-le-Vinoux ? C'est un très beau signal, évidemment, pour la commune, mais aussi pour la métropole, puisque nous avons sur ce site le rassemblement des activités hydrauliques d'EDF. C'est quelque chose qui est important dans notre territoire, la question de l'hydraulique. Nous avons été pionniers en la matière avec la houille blanche, et donc moi je suis très fier d'avoir ce symbole dans la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, en entrée de ville, en entrée d'agglomération, sur un site là encore très bien desservi. Il y a la voie routière, il y a demain le câble, il y a les lignes de tram à proximité, des pistes cyclables également. Et donc là, nous avons un beau résumé de ce que doit
être aujourd'hui le développement économique de notre métropole qui doit rester attractive, mais aussi qui doit rester accessible et bien connectée. Est-ce que d'autres entreprises, d'autres grosses entreprises doivent venir s'installer? Vous pouvez nous dire des choses? Écoutez, je le souhaite. Nous allons y travailler puisque la zone d'activité limitrophe à celle du parc d'Oxford a encore des possibilités d'extension, ou en tout cas de rénovation et de développement. Et j'espère que demain, des entreprises, évidemment, auront le souhait de venir s'y installer pour tous les atouts que je citais tout à l'heure. Et sur le logement, quelles sont les priorités de votre mandat sur le logement? Est-ce que vous souhaitez construire plus de logements à Saint-Martin-le-Vinou? Nous n'avons pas de projet de construction importante de logements, en tout cas à l'initiative de la commune ou de la collectivité, puisque je rappelle que lorsqu'un propriétaire privé vend un terrain à un promoteur, on ne me demande pas mon avis. Moi, je vois passer un permis de construire pour vérifier s'il est conforme à la réglementation, mais je ne dois pas décider de l'opportunité de construire sur un terrain privé. En revanche, là où nous avons une responsabilité, c'est sur des projets d'aménagement plus larges, de quartier ou de secteur. Nous avons essentiellement un projet sur le cœur de notre commune qui a besoin aujourd'hui de se structurer et de s'affiner pour justement créer un vrai pôle de vie centrale dans la commune. Et nous allons engager une concertation avec les habitants durant ce mandat, comme nous n'y sommes engagés, pour construire un nouveau cœur d'activité de commune. Mais c'est un horizon de moyen et de long terme. Nous allons débuter prochainement ce travail. Et il se situerait où? Vraiment, là où se trouve la centralité de la commune, là où nous avons aujourd'hui quelques commerces autour de la place de l'Horloge. Nous venons récemment de lancer un marché, justement. On va en reparler. Et nous espérons demain développer cette vie de commune avec de nouveaux commerces en complément des existants, avec aussi des pôles de vie, certainement de nouvelles habitations. Alors, puisqu'on parlait d'aménagement immobilier, vous êtes sans doute au courant, mais figurez-vous qu'il y a failli avoir une ZAD, une zone à défendre, à Saint-Martin-le-Vinou. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. En tout cas, 3 hommes, 3 femmes âgés de 21 à 29 ans ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi dernier dans la zone de fret de la SNCF, à proximité de ces fameux jardins. Alors, eux, ils ont reconnu être en repérage dans le but de s'installer sur les terrains des ex-jardins voués à un projet immobilier sur cette parcelle de 5400 mètres carrés qui accueillait une dizaine de jardiniers amateurs. Le promoteur Cogedim va construire 88 logements. Et ces jeunes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et tentatives d'installation en réunion sur le terrain d'autrui. Ils ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Et puis par ailleurs, dans une vidéo parodiant les récentes images tournées dans le quartier Mistral à Grenoble, le collectif Amis des Terres, qui ironise sur, entre guillemets, l'ensauvagement des jardins, appelle à une mobilisation ce dimanche à la Buissrat. Sylvain Laval, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je ne sais pas si c'est un bazar. Je crois en tout cas qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est le sujet d'un terrain qui a été vendu, où il y avait effectivement une partie de jardin partagé depuis un certain nombre d'années dans la commune. Il y avait aussi une partie où il y avait des constructions, ça on ne le dit pas toujours, avec évidemment un bâtiment qui aujourd'hui est délabré. Et donc effectivement, il y a un projet immobilier dans ce secteur qui consiste à construire de nouveaux logements, qui ne sont pas uniquement des logements portés par un promoteur, je le rappelle, mais aussi par un bailleur social, puisque Alpes Isère Habitat construit un certain nombre de bâtiments et donc de logements sociaux. Et c'est un projet sur lequel la municipalité de Saint-Martin-le-Vinou est engagée depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas un projet récent. Il a été discuté en son temps avec les habitants du secteur qui, à l'époque, n'ont pas fait de remarques particulières sur ce projet. Je ne vous dis pas qu'il fait l'unanimité. Peu de projets le font. Mais en tout cas, il y a eu un dialogue et une concertation à l'époque qui n'a pas fait ressortir de problèmes particuliers. Ce projet a peut-être mis du temps à avancer, c'est certain. Et nous avons depuis quelque temps une mobilisation dont j'observe qu'elle est assez politique, d'opposition à cette construction, d'associations ou de collectifs qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement de la commune, qui pour certains sont bien connus dans leurs engagements contre les constructions de logements, notamment de logements privés. Encore une fois, ne mélangeons pas tout. Nous, la commune, nous avons joué notre rôle dans cette affaire. Nous ne sommes pas constructeurs sur le terrain, mais nous avons eu des exigences en matière de qualité de vie. Donc nous avons veillé à ce que des espaces verts soient présents dans ce programme immobilier, c'est le cas. Et nous avons même surtout demandé à ce qu'une partie de jardins partagés puisse se retrouver dans cet aménagement. Et ce sera le cas, évidemment, à l'issue de la construction. Donc moi, je comprends tout à fait l'émotion de certains qui vont voir certains jardins auxquels ils sont attachés partir, mais nous veillerons à ce que d'autres surfaces soient dégagées. C'est d'ailleurs un engagement fort de notre programme municipal de développer à l'échelle des différents quartiers et pas uniquement dans celui-là les jardins partagés parce qu'aujourd'hui c'est une attente des habitants de proximité, de création de liens aussi et de respect de production locale et de circuits courts.
Donc, quand on reçoit, par exemple, nous, on a reçu cet après-midi un communiqué de presse de France Nature Environnement qui fait le lien avec les jardins de la Buissrate et puis le Center Park de Roibon ou Notre-Dame-des-Landes. Pour vous, ils en font un peu trop. Ils sont peut-être, voilà, ce ne sont pas les habitants du quartier. En tout cas, ils ne constituent pas forcément les habitants du Je quartier. vous disais qu'il ne fallait pas tout mélanger en voyant la parfaite illustration. Cela n'a rien à voir avec la vie des habitants de Saint-Martin-le-Vinou et avec le site en question. Il suffit de se rendre sur place pour bien comprendre que c'est absolument incomparable et totalement disproportionné de vouloir faire de telles comparaisons. On parlait de qualité de vie depuis cette semaine. On l'a dit aussi, il y a de nouveaux marchés sur la commune. Un point de vente de proximité le mercredi, place du village. Un marché communal le jeudi, place de l'Horloge. C'est parce que les circuits courts, c'est à la mode ? C'est parce que nous étions une des rares communes, pour ne pas dire la seule de la métropole, qui n'avait plus de marché. Je ne dis pas, je dis plus, parce qu'il y en a eu en son temps, et malheureusement, pour tout un tas de raisons, cela avait disparu. Et une des grandes attentes que les habitants nous avaient exprimées lors de la campagne, c'était ce souhait d'avoir un marché de proximité, comme dans toutes les communes. Et en plus, à Saint-Martin-le-Vinou, nous avons plus de chances que d'autres, c'est que nous avons encore des producteurs sur notre commune, et donc nous avons évidemment essayé de créer un lien fort avec eux, pour que nous ayons ces producteurs de la commune qui puissent vendre sur le marché, évidemment d'autres parce que ça ne suffisait pas. Donc valoriser les productions locales, les circuits courts et l'ancrage aussi dans le massif de Chartreuse. Et c'est important pour dynamiser le centre-ville ? C'est très important pour dynamiser la vie de la commune et particulièrement ce cœur de ville, mais il y a aussi une deuxième zone de vente de produits locaux. Les habitants sont très heureux parce qu'ils se retrouvent, ils échangent, ils se réapproprient leur commune parce que cela évidemment les conduisait à aller chercher ces services ailleurs. Et puis cela encore une fois permet à nos producteurs locaux d'avoir des débouchés, d'éviter aussi des déplacements trop importants et de créer du lien avec les habitants. Donc c'est positif sur de nombreux points. Et puis c'était aussi peut-être pour redonner le sourire après des années de... Même si le tram maintenant, tout le monde voilà, peut dire que c'est une bonne chose, mais il y avait eu cette polémique autour de la place de l'Horloge qui était détruite. Maintenant, il y a un marché. Tout à fait. Elle reprend vie. Nous allons continuer dans notre projet d'aménagement à la développer. Et puis, je crois aussi que c'est une fierté pour l'équipe municipale qui a mené ce projet tambour battant pendant l'été parce qu'il a fallu aller chercher les différents acteurs, les différents producteurs pour les coordonner. Et nous avons réussi, en lien avec les services de la métropole, je tiens à souligner leur accompagnement, leur aide en la matière, à réaliser ce projet en moins de 2 mois. Donc, nous en sommes très heureux. Donc, on le rappelle, c'est le mercredi après-midi, place du village, et le jeudi après-midi, place de l'Horloge. Même si on n'habite pas Saint-Martin-le-Vinou, on a le droit de venir. Tout le monde est bienvenu, ce sont des produits locaux. Saint-Martin-le-Vinou est surplombé par le Néron, une montagne qui fait des siennes depuis la canicule de 2003, qui a fragilisé la roche. Sur l'un des côtés, on voit nettement un éboulement du côté du col de Clémencière. Est-ce que ça continue de tomber ? Alors c'est un site, c'est un sommet évidemment qui est très fragile et qui effectivement est très surveillé. Nous n'avons pas d'éboulement récent du côté de Saint-Martin-le-Vinou. Nous avons eu cet été des chutes de pierre côté Saint-Égrève, mais il se trouve que la crête du Néron est la frontière entre nos deux communes. Donc nous sommes très concernés, nous travaillons de concert sur ce sujet. Nous suivons les choses de près. Il y a un arrêté qui interdit l'accès au sommet du Néron pour ces raisons-là. Aujourd'hui, la roche s'effrite suite à l'incendie de 2003, mais aussi avec les fortes chaleurs régulières. Cela n'arrange pas les choses. Donc, moi, je lance un appel aussi aux personnes qui souvent s'y rendent de manière inconsciente. C'est un sommet qui n'est pas facile, qui est très raide, mais surtout qui peut être dangereux. Il y a eu des décès pendant le confinement, quelqu'un qui a bravé les interdictions, mais il y en a eu d'autres et d'autres accidents à d'autres périodes. Et donc, si aujourd'hui nous sommes obligés de prendre un certain nombre de mesures, c'est pour toutes ces raisons-là. Nous allons d'ailleurs y travailler avec les services de la commune, en lien avec d'autres services d'ailleurs, pour voir la qualité des chemins d'accès, pour voir où nous en sommes et si peut-être nous ne devons pas interdire des choses, modifier ou aménager pour rendre l'accès sécurisé dans certains endroits et peut-être interdire d'autres accès, parce que nous avons aussi une responsabilité en la matière. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites, des mesures scientifiques, savoir que la roche qui tombe, est-ce que ça peut être dangereux pour des habitations ? Alors, suite aux incendies de 2003, il y avait une surveillance très poussée avec des capteurs qui avaient permis de déterminer des zones dangereuses et justement de mesurer les mouvements. Et il y avait eu une purge préventive il y a quelques années qui a été très efficace et qui a permis d'ailleurs de protéger un hameau de chute de pierre. Ce travail doit se poursuivre, se poursuivra. Nous ferons le point avec les services concernés de l'État et aussi avec nos voisins des communes limitrophes. On connaît depuis quelques jours les lauréates de la Fondation du patrimoine et la mission Stéphane Bern. En Isère, c'est le fort de Comboire à Clé qui en bénéficiera. L'an dernier, c'était les Casamores à Saint-Martin-le-Vinou. C'est un lieu emblématique de la commune. C'est un lieu emblématique de la commune dont nous sommes effectivement très fiers. C'est un très beau joyau architectural. C'est aussi
un joyau pour l'ensemble de la métropole et qui accueille d'ailleurs un public riche et varié. Effectivement, c'est un sujet important sur lequel nous avons là aussi des projets en lien avec la métropole. Il nous faut mieux aménager cette entrée de ville qui est aussi une entrée d'agglomération et les terrains aux alentours pour mettre en valeur ce monument. Nous avons aujourd'hui des terrains qui sont un peu délaissés et qui ne permettent d'ailleurs pas à la Casa Amor de se restaurer comme elle le devrait, puisque grâce au fonds dont elle peut bénéficier par la mission Berne, elle doit engager un certain nombre de travaux qui sont bloqués par des constructions anciennes. Et donc, il nous faut travailler de concert avec la métropole pour régler ce dossier, pour valoriser ce site. Et nous imaginons bien volontiers un très beau parc autour de ce site et un parc qui pourrait avoir une vocation d'entrée de ville, d'agglomération, en lien avec nos voisins de Grenoble. Vous imaginez un parc qui pourrait être public, parce que pour l'instant, les Casa Amor appartiennent à une personne qui met tout en œuvre pour les faire connaître d'ailleurs. Est-ce que vous envisagez un partenariat Oui, dans ce puisque sens? je parle de terrains qui sont limitrophes, qui sont devant, mais qui n'appartiennent pas à la propriété de la Casa Amor et qui sont des terrains qui ont vocation à devenir publics. On parle justement un petit mot de culture, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. La culture a été fortement touchée, le monde de la culture, par l'épidémie de Covid-19. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour la saison, si le nombre de places devrait être limité, la jauge des salles divisée par 2, voire plus. La culture à Saint-Martin-le-Vinou, c'est représenté par qui ? La culture à Saint-Martin-le-Vinou, c'est représenté par des associations, par des initiatives aussi, et cela se fait en lien, bien sûr, avec les services de la commune, avec une adjointe en charge de la culture. Nous sommes une commune d'un peu moins de 6 000 habitants, donc nous avons une vie culturelle à l'échelle de notre commune. Nous n'avons pas d'infrastructures fortes comme des théâtres ou des salles de spectacle de volume important. Néanmoins, à notre échelle, nous faisons des choses. Nous avons une petite programmation locale dans la salle communale qui est la Maison des Moailles. Nous avons un certain nombre d'acteurs culturels qui interviennent dans des manifestations publiques et aussi en lien avec les écoles, dans le cadre périscolaire, dans les fêtes des associations ou de fin d'année. Et pour l'instant, il n'y a pas de besoin de créer une salle de spectacle sur la commune ? Nous avons, je vous le disais, dans la salle communale, une capacité. Il y a eu un aménagement qui est fait et nous recevons des spectacles à la taille de notre commune avec une certaine jauge, mais cela existe déjà, l'infrastructure est existante. Elle fonctionne bien, elle reçoit son public et il est vrai que dans le contexte que nous connaissons, les choses sont un petit peu plus compliquées puisque certaines manifestations ne peuvent pas se tenir. Donc nous ne sommes pas en phase de développement. Mais évidemment, la volonté est intacte et lorsque nous reviendrons à une situation plus courante, nous continuerons à développer en la matière. Et puis il y a les infrastructures qui peuvent se développer avec d'autres communes. C'est le cas de la piscine à Saint-Égrève dans le cadre d'un CIVOM. Les travaux ont aussi été retardés. Absolument. Donc là, c'est un projet intercommunal de quelques communes du secteur, effectivement, d'une nouvelle piscine, puisque celle que nous avions, qui d'ailleurs se trouvait sur le territoire de Saint-Martin-le-Vinou, était dans un état extrêmement vétuste, qui a plus que vécu. Et donc, nous avons besoin d'un équipement moderne, adapté aux besoins d'aujourd'hui, et qui, évidemment, regroupe plusieurs communes, parce qu'on n'investit pas seul sur un tel équipement, et fort heureusement. Alors oui, nous avons perdu quelques mois à cause des contraintes du Covid sur le chantier, mais ce n'est pas bien grave. L'essentiel est que cela ouvre dans de bonnes conditions et avec un chantier qui soit parfaitement terminé. Et à l'exemple de cette piscine, d'autres infrastructures intercommunales avec les communes qui sont limitrophes, ça va dans le bon sens? Il faudrait développer ça? Alors cela existe depuis longtemps. C'est une tradition historique de mutualiser un certain nombre d'infrastructures sportives. Nous avons sur la commune de Saint-Martin-le-Vinou un grand plateau sportif qui accueille un gymnase, des terrains de sport, un dojo, qui sont intercommunaux avec les communes du bassin de vie. Nous réfléchissons certainement à d'autres équipements dans la mandature, mais ça nous en parlerons avec nos collègues des autres communes qui eux-mêmes accueillent aussi d'autres infrastructures en complément. Merci beaucoup Sylvain Laval d'avoir participé à Frécap Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Et cette émission sera rediffusée samedi à 13h et en replay bien sûr sur télégrenoble.net. À très bientôt et bon week-end.